Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire portant sur l'utilisation de la bioimpédance-métrie dans le cadre de la diabétologie. Donc, ce soir, nous avons deux orateurs, le professeur Indy Raki, qui est docteur, qui est professeur d'endocrinologie au CHU de Rabat, et Nadir Grienne, qui est médecin généraliste spécialisé en diabétologie, qui va nous présenter ensuite des cas au niveau de la ville. Donc, au niveau, je vous demanderai juste de couper votre caméra et votre micro pendant la durée de la présentation pour éviter d'éventuels bruits parasites. Ça serait plus agréable aussi pour nous. Dans tous les cas, l'ensemble du webinaire est enregistré et sera mis ensuite sur YouTube sur la chaîne de l'Aminogramme Academy. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat au cours des présentations, puisqu'on prendra un temps de 5-10 minutes à la fin justement pour y répondre. Donc, au niveau de l'organisation, on aura une première partie qui sera présentée par Nadir Grienne, plutôt sur la bioimpédance-métrie de manière générale, puis une présentation du professeur Iraki sur l'utilisation de la bioimpédance-métrie plutôt dans une partie hospitalière, et enfin, on reviendra avec le docteur Grienne pour des cas plutôt, on va dire, de médecine de ville. Donc, Nadir, je te laisse faire ta présentation. Ton micro est coupé. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très très honoré aujourd'hui d'être parmi vous. Alors, merci au professeur Iraki aussi pour sa disponibilité. Est-ce que vous voyez mon écran, Étienne? Ouais. Oui, oui, c'est bon, on voit bien ton écran. Super. Alors, par rapport à la bioimpédance-métrie, donc comme aide à la prise en charge du diabète de type 2. Donc, à notre actif aujourd'hui, on a à peu près depuis 2 ans et demi, on utilise au niveau de mon cabinet la bioimpédance-métrie, que ce soit le BX2 pendant une année et le BX3. Donc, nous avons à peu près 1700 mesures à notre actif, donc assez de recul, voilà, par rapport à la bioimpédance métrique. Pourquoi? Pourquoi la composition corporelle est-elle importante? Parce que l'IMC ne nous donne pas beaucoup d'informations sur la composition corporelle ou l'état de santé du patient. On peut avoir deux patients qui ont le même IMC, donc la même taille, le même poids, mais deux compositions différentes, comme vous le voyez. Alors, le principe de la bioimpédance-métrie, c'est le passage d'un courant de faible intensité qui va rencontrer des résistances cellulaires. Ces résistances vont être interprétées et selon des algorithmes précis et donner des éléments quantitatifs de différents compartiments. Donc, compartiment musculaire, compartiment osseux, la masse grasse ou la masse graisseuse qui est déduite et l'hydratation. Alors, en impédance-métrie, on peut avoir plusieurs prises de mesures différentes. Donc, il y a des impédance-mètres qui font des mesures juste pour le haut et des impédance-mètres qui font des mesures juste pour les membres inférieurs. Alors, c'est pas assez précis parce qu'il y a différents morphotypes des patients. Et donc, pour peu qu'on ait un morphotype différent, on n'aura pas les mêmes résultats parce que le segment déduit, le segment qui n'est pas analysé, il est déduit. Par contre, on a la prise de mesure main-pied qui est beaucoup plus précise. Donc, c'est la mesure main-pied qu'utilise la technologie des bioimpédance-mètres d'aminogramme, donc qui est quadripolaire. Donc, il y a 4 électrodes, 2 électrodes émettrices et 2 électrodes réceptrices de ce courant. Donc, dans l'impédance-métrie, il y a des impédance-mètres qui sont à monofréquence, multifréquence, et Aminogramme utilise une nouvelle technologie qui est la spectroscopie. Alors, grâce à la spectroscopie, on peut déjà d'emblée savoir si la mesure est bien faite ou s'il faut la refaire.
Alors, pour le BX3, on a 54 fréquences, pardon. Mono et multifréquence. Alors, pour le monofréquence, euh, la machine va analyser le contenu hydrique et va extrapoler les autres compartiments. Par contre, quand on a multi-algorithme, on va analyser, donc il y a plusieurs algorithmes qui vont analyser directement le contenu minéral osseux, par exemple, la masse musculaire, la masse hors graisse, l'eau extracellulaire et l'eau totale, ce qui va permettre de déduire les autres compartiments. Maintenant, alors, on va essayer de corriger quelques idées, on va dire fausses. Pour la mesure segmentaire, donc on ne peut pas mesurer un segment, c'est-à-dire un membre, si on n'a pas une électrode au départ du membre, à la racine du membre et à l'extrémité, avec un volume ou un poids. Pour la masse graisseuse viscérale, donc certains impédancemètres vont dire, voilà, nous on mesure la masse viscérale. La masse graisseuse viscérale ne peut pas être mesurée, elle ne peut être que déduite, parce que le courant de faible intensité ne traverse pas la graisse. Alors, il y a une étude de précision qui a été faite il y a quelques années donc au niveau de Clermont-Ferrand par l'équipe du professeur Nathalie Boisseau qui a comparé les résultats de la bioimpédancemétrie, donc BX2, et les mesures du DEXA-scan qui lui aussi déduit la masse graisseuse. Et la différence n'était pas significative. Donc, c'est très corrélé en termes de résultats. Aujourd'hui, les recommandations des sociétés savantes, donc que ce soit en nutrition, en oncologie, dans d'autres domaines, elles recommandent la prise de mesure main-pied, qu'elle soit directe ou par câble. Voilà. Donc, c'est les recommandations aujourd'hui. Peut-être qu'on verra des recommandations faites par les sociétés d'endocrino, de diabéto. Nouveauté. Donc, dans le cadre de la définition de l'obésité, la nouvelle définition de l'obésité qui a été publiée il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines. Donc, aujourd'hui, il y a dans les critères de diagnostic, on doit mesurer directement la masse graisseuse pour dire qu'un patient est obèse ou pas. Donc, d'où l'intérêt supplémentaire d'utiliser la bioimpédancemétrie, qui est un outil facile à utiliser et rapide. Donc, aujourd'hui, au sein de mon cabinet, donc, nous utilisons la bioimpédancemétrie, qu'elle soit par mesure directe assise ou par câble, et nous avons les résultats très rapidement. Donc, en fait, tout le process dure à peu près 5 minutes entre le moment où on rentre les informations du patient et la mesure et le téléchargement de la mesure qui est très, très facile à faire. Je vous remercie. Je passe la main à professeur Iraki. Bonsoir. Alors, je pense que vous m'entendez, n'est-ce pas, Oui, Nadir? très bien. Ok, bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour parler justement de l'impédancemétrie et de mon côté, je vais vous parler de l'étude de la composition corporelle chez des patients qui sont suivis dans notre CHU, qu'ils soient en surpoids ou obèses ou diabétiques ou des obèses non diabétiques, donc ils vivent avec une obésité mais qui n'ont pas de diabète ou pas encore un diabète. Et on a utilisé pour ce faire le BioDi-Expert. Donc, comme vous le savez, l'obésité et le diabète de type 2 sont deux maladies étroitement liées. Et en fait, on parle beaucoup de diabésité. Et aujourd'hui, ils représentent les maladies métaboliques les plus fréquentes dans le monde. On va avoir une prévalence qui est en augmentation constante. Et finalement, on sait que plus de 90% des patients diabétiques de type 2 vont avoir un surpoids ou même une obésité qui est franche.
Du coup, on sait également que les coûts qui vont être associés à leur prise en charge sont des coûts très élevés, notamment dans nos pays, et ils vont avoir un impact socio-économique important. Donc, analyser la composition corporelle chez ce profil patient, je vais vous montrer avec Nadir combien c'est important et ça devient de plus en plus un pilier dans l'amélioration de la prise en charge de ces patients et l'utilisation justement de ce Biodie Expert que nous avons aujourd'hui au CHU de Rabat. C'est une méthode qui est non invasive, mais également avancée. Nadir a parlé de la nouvelle définition de l'obésité. Et en fait, effectivement, si on avait fait ce topo il y a un mois, eh bien, nous n'aurions pas eu cet article sur la nouvelle définition et nous n'aurions pas montré à quel point est-ce que le monde est en train de changer par rapport à la définition justement de l'obésité et l'importance de regarder non plus juste l'IMC ou le tour de taille, mais de s'intéresser en profondeur à la masse grasse, la masse maigre, et vous allez voir que ce n'est pas tout. Donc, la définition telle que nous la connaissons, c'est sur l'IMC, bien entendu. On va avoir ensuite, lorsqu'on peut, une mesure anthropométrique directement ou indirectement de la masse grasse, et on va savoir si, par exemple, un athlète va avoir certainement un IMC élevé, mais il aura essentiellement du muscle, de la masse maigre, par rapport à une personne qui n'est pas un athlète qui n'est pas sportif et qui va avoir une obésité parce qu'effectivement, il y a un excès de masse grasse et ça va nous permettre aussi de regarder, cette définition est intéressante parce qu'elle va plus regarder uniquement les paramètres, mais regarder aussi le retentissement de cette maladie chronique qu'est l'obésité. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, on va regarder si c'est une obésité préclinique qui va concerner uniquement une personne au niveau de sa masse grasse ou une obésité clinique où justement nous allons avoir des répercussions. Donc le modèle aujourd'hui diagnostic de l'obésité clinique ou préclinique, en fait, va nous aider à diagnostiquer l'obésité. Est-ce que c'est une obésité clinique ou pas? Et comme vous le savez, on va avoir deux critères qui vont être très importants, la composante anthropométrique, et puis on va voir, une fois qu'on aura cette composante anthropométrique, on va vérifier est-ce qu'il y a un retentissement clinique. Comment on va faire? La composante anthropométrique, vous la connaissez. C'est la confirmation de l'excès de gras, l'excès de graisse corporelle par au moins un des critères que vous connaissez, l'IMC ou le tour de taille, ou si on a la possibilité, c'est vraiment important, vous allez voir combien, la mesure directe de la masse grasse. Maintenant, d'un point de vue pragmatique, on sait, c'est raisonnable de comprendre que dès qu'on va avoir un IMC qui dépasse 40 kg par mètre carré, on parle d'obésité morbide, il n'y a pas photo, c'est une obésité. Maintenant, il va falloir confirmer l'excès de graisse corporelle. Donc, je reviens à la diapositive suivante. Précédente, excuse-moi. Précédente, voilà. Donc, l'obésité clinique, elle comprend au moins l'un des éléments qu'on a dit. L'obésité clinique, pardon, on va comprendre l'un des deux éléments ou les deux, c'est-à-dire soit le patient va être limité dans sa mobilité ou dans son quotidien, soit le patient va avoir des dysfonctions organiques. Quand on dit limité, bien entendu, on va ajuster à l'âge. Ça veut dire, est-ce que le patient peut faire des activités de base de la vie quotidienne comme se laver, s'habiller, aller aux toilettes, nouer ses chaussures. Ça peut paraître tout à fait simple, mais quand on a une obésité, eh bien, on n'arrive pas encore à nouer ses chaussures. Est-ce qu'il a une continence normale? Est-ce qu'il a une incontinence? Et puis, on a aussi les signes de dysfonction organique, comme la masse LD ou autre, qu'on va détailler tout de suite. Et ceci va nous permettre de distinguer, est-ce que l'obésité est préclinique, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions, ou est-ce qu'elle est clinique? Donc, dans la diapositive suivante, vous avez ici la liste de ces maladies qui vont rendre cette obésité clinique, que ce soit des maladies respiratoires,
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, des maladies du métabolisme que nous traitons, nous, beaucoup les endocrinos, comme tout ce qui est diabète, hyperglycémie, dyslipidémie, mais aussi les maladies hépatiques. Aujourd'hui, vous avez vu dans les nouvelles recommandations de l'ADA 2025 combien la masse LD est en avant dans la prise en charge du diabète de type 2 et peut même conditionner les thérapeutiques. Également, les maladies rénales et urinaires. On a beaucoup d'incontinence et d'infections urinaires répétées chez les patients vivant avec une obésité. Nous avons également tout ce qui est anovulation, hypogonadisme chez l'homme, et puis les complications musculaires, lymphatiques, et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être activité limitée chez les patients. Pour parler maintenant à proprement dit de notre étude, eh bien, notre étude est une étude préliminaire puisque nous avons fait un premier essai cette année. Nous sommes en train de collecter d'autres patients puisque nous visons 1500 patients avant la publication. Donc, nous avons pris uniquement les résultats des 2 premiers mois. Et l'idée, c'était d'examiner et de comparer la composition corporelle et le métabolisme énergétique des patients en surpoids ou obèses, qu'ils soient d'ailleurs diabétiques ou non diabétiques, à l'aide de cet impédance-mètre, le Biodi Expert. Nous avons inclus les patients adultes qui avaient 18 ans et plus, qui présentaient un IMC qui dépassait 25 kg par mètre carré, ou des patients diabétiques de type 2 qui avaient cet IMC qui dépasse 25 ou qui avaient un IMC normal. Donc, on a exclu les diabétiques de type 1, les diabètes secondaires, les diabètes gestationnels, les patients qui avaient une décompensation aiguë ou des maladies mentales qui pouvaient changer leur prise en charge, également les patients qui ne pouvaient pas participer ou qui refusaient de participer. La méthode, elle est simple. On a fait un questionnaire préétabli qui a englobé à la fois les données sociodémographiques, les données médicales et aussi de qualité de vie, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui par rapport à la qualité de vie. Et puis, nous avons utilisé le Biodi Expert pour les 100 premiers patients. Quels sont les résultats maintenant? Alors, comme vous le voyez, nous avions des patients jeunes. La moyenne d'âge était de 47,8 ans, avec une nette prédominance féminine. 86% des patients étaient des femmes. Et d'ailleurs, quelles que soient les pathologies, on a plus de femmes que d'hommes en consultation dans notre unité. Concernant l'ethnie, nous avons en majorité des patients d'origine arabe ou amazigh pour 15% ou bien mixte. Et puis, on avait quand même 24% de patients qui étaient analphabètes. Et comme vous le voyez, seuls 18% avaient un niveau universitaire. Je vous rappelle que nous sommes un hôpital public du CHU de Rabat, avec des revenus qui sont assez modestes, moins de 3 000 dirhams par mois, à peu près 260 €. Dans ces patients, nous avions 41% de patients qui étaient suivis pour un diabète. Comme vous le voyez, nous n'avons pas eu de patients qui étaient suivis pour chirurgie bariatrique, mais 42% ont déclaré avoir une obésité dans la famille et plus de 60%, vous voyez, 68% ont déclaré avoir des antécédents de diabète de type 2 dans la famille. Alors, c'est sûr qu'on devait avoir des biais de recrutement et lorsqu'on voit dans la diapositive suivante la comparaison de la fréquence du diabète en fonction du BMI, eh bien, vous voyez ici, c'est assez étrange d'ailleurs, même si c'est non significatif, c'est intéressant de regarder qu'il y avait plus de personnes en surpoids chez les sujets non diabétiques que les sujets diabétiques. Et puis, les obésités également, on avait un peu plus de patients obésité de grade 1 et grade 2 par rapport à nos sujets diabétiques. Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a un biais de recrutement quand même chez nous dans le CHU avec les 100 premiers patients, parce que nous avons inclus des patients qui étaient suivis pour obésité dans nos consultations spécialisées où on ne voit que ces patients qui viennent pour leur obésité et également pour l'instant la petitesse de l'échantillon. On devrait voir les résultats pour l'étude finale. Alors, comme vous a dit Nadir, les données mesurées par le Biodi Expert ne concernent pas uniquement la masse grasse et la masse maigre. On a aussi la masse hydrique, la masse sèche, la masse et la masse cellulaire et la masse musculaire squelettique. Et bien entendu, il va falloir voir cet équilibre hydrique. Et lorsqu'on regarde maintenant les différents modèles physiologiques,
je vais vous parler du modèle à deux compartiments. Il va opposer finalement la masse grasse à tout ce qui n'est pas masse grasse. Et en fait, on l'a appelé abusivement masse maigre. Souvent, on pense comme ça. Soit on a de la masse grasse, soit on a de la masse maigre. Et en fait, pas du tout. La masse non grasse, il n'y a pas que la masse maigre dedans. La masse grasse, vous le savez, c'est tout ce qu'on va avoir comme triglycérides qui vont être stockés dans les adipocytes. Et puis, il n'y a pas d'eau dedans. Et la masse non grasse, elle va résumer, elle va correspondre à la fois à l'eau, les os, les organes, en excluant justement cette masse grasse. Et la masse maigre, elle est constituée d'eau avec un rapport entre l'eau et la masse maigre qui définit l'hydratation de notre masse maigre. Et vous voyez que quand on va avancer, pour ne pas perdre de temps, parce que je pense que vous pouvez consulter chez Aminogramme un webinaire qui est spécialement dédié à ceci, le modèle à 5 compartiments va avoir à ce moment-là le détail entre masse grasse, masse minérale, les protéines, l'eau, intra- et extracellulaire. On va pouvoir justement voir les différences. Si on regarde maintenant les données de l'impédance mètre que nous avons pour nos patients, on voit qu'il y a une seule valeur qui est statistiquement significative, et c'est celle de la masse grasse brute chez les patients obèses en surpoids diabétique par rapport à ceux qui sont obèses en surpoids non diabétiques. Et vous voyez, la diapositive suivante, qu'il y a une différence, et on se pose la question parce qu'on penserait qu'on aurait l'inverse, cette différence de masse grasse qui est inférieure chez les diabétiques et chez les non-diabétiques, très statistiquement significative, et on va se demander pourquoi. Quelles sont les hypothèses? Alors, la première hypothèse, c'est de comprendre que la masse grasse brute chez les diabétiques est moindre par rapport à celle des non-diabétiques. C'est ce qu'on a comme résultat. Alors, on a essayé de trouver des explications. Bon, la première des choses, c'est que dans notre étude, on a eu un pourcentage élevé de patients diabétiques de sexe masculin dans notre population. 64,3% étaient des hommes. Et en fait, on sait que les hommes ont une masse grasse brute faible par rapport aux femmes. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième chose dans la diapositive suivante, vous voyez que la majorité des patients de notre population avaient un diabète déséquilibré, et on peut penser que lorsqu'on va avoir un diabète non contrôlé, très mal contrôlé, avec une hyperglycémie majeure et une hémoglobine glycée élevée, on va avoir une glucosurie. Et qui dit glucosurie dit perte de calories et perte de poids, notamment même les réserves en graisse. C'est une possibilité. Enfin, on a aussi la durée moyenne du diabète de notre population qui était de 10 ans, avec une répartition notamment dans les tranches d'âge qui a montré que la présence, qu'on avait plus de 23% des patients qui étaient âgés entre 60 et 80 ans. Donc, quand on regarde la durée du diabète de 10 ans qui est longue, mais également le facteur âge avancé, on sait que tous les deux sont des facteurs de sarcopénie, notamment chez les diabétiques, avec une perte simultanée de masse musculaire et de masse grasse qui peut aussi être une hypothèse. Et enfin, la dernière hypothèse, qui n'est pas vraie, mais qui va faire plaisir à mon équipe, on peut se dire, eh bien, les patients de l'hôpital sont tellement encouragés à suivre les mesures diététiques spécifiques et à augmenter leur activité physique, et ils le font, qu'ils ont réduit leur masse grasse par rapport aux autres. Comme vous le savez, ça ne peut pas être le cas. Mais c'est intéressant de regarder ce qui a été fait dans la littérature. Et dans cette étude publiée l'année dernière, en 2024, et qui a colligé 276 patients et regardé aussi, comme nous, la composition corporelle, eh bien, ils ont les mêmes résultats. Ils se retrouvent avec des patients diabétiques qui allaient avoir moins de masse grasse que les patients non diabétiques. Et aussi, dans leur argumentation, ils ont aussi parlé de la faiblesse de la taille de l'échantillon et qu'il fallait faire une étude plus importante, et ce qu'on va faire d'ailleurs pour notre étude. Donc, je reviens maintenant à notre étude. Quand on regarde la masse grasse brute, on se rend compte qu'il y a une corrélation négative, ce qui est statistiquement significative, entre l'âge et la masse grasse brute. C'est-à-dire que plus l'âge augmente, plus la masse grasse brute diminue. Quant à la masse maigre, et on n'a pas trouvé de significativité dans l'étude, comme vous le voyez, donc on ne peut
pas conclure. Il y a eu d'autres résultats que nous n'avons pas montrés puisqu'il n'y avait pas de significativité et on voulait simplement montrer combien c'est important dans les CHU d'avoir justement ce type de matériel pour pouvoir faire des études dans nos pays, notamment les pays du Maghreb, où nous ne connaissons pas encore comment sont nos patients, que ce soit d'ailleurs les patients en surpoids, obèses, diabétiques ou les autres. Alors, dans cette diapositive, on voit de façon statistiquement significative que les femmes ont une masse grasse brute élevée par rapport aux hommes et que la masse maigre est moins importante que les hommes, également de manière statistiquement significative. Donc jusque-là, ça reste cohérent. Et si je veux donc conclure, alors en vert, vous avez la masse grasse et en rouge, la masse maigre. Eh bien, ça reste des résultats que nous avons chez les hommes par rapport aux femmes dans notre étude qui vont, comme je viens de le dire, rester cohérents. On a fait des régressions univariables pour voir justement quels étaient les résultats de la masse grasse en fonction du sexe, de l'âge, du diabète, de la dyslipidémie et de l'hypertension artérielle, qui sont les maladies métaboliques qui vont conditionner, comme j'ai dit, le côté obésité clinique. Alors, on voit ici qu'en régression univariable, c'est la présence de diabète qui va diminuer la masse grasse brute de 5, presque de 6 kg de façon statistiquement significative. Et quand on regarde la multivariable, quand on va ajuster sur les autres facteurs confondants que je viens de citer, eh bien, on va avoir la présence de diabète qui diminue la masse grasse brute de 3,33%, toujours de manière significative. Donc ici, ce qu'on peut conclure, mais bien entendu, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est que le diabète constitue un facteur dans la diminution de la masse grasse brute. Dans l'autre diapositive, on voit cette fois-ci la régression linéaire de la masse maigre, non plus la masse grasse, et on a cette régression univariable qui nous montre que la présence de diabète diminue la masse maigre de façon statistiquement non significative, c'est à peu près 1 kg, et également en régression univariable, il n'y a toujours pas de significativité. Maintenant, on a simplement des résultats préliminaires. Certains peuvent paraître un peu étranges, et comme vous avez vu, les résultats dans l'étude chinoise ont montré la même chose, mais la question qui va se poser et qui doit se poser aujourd'hui, c'est quelles sont les implications cliniques et thérapeutiques par rapport à cette composition de la masse corporelle. Alors, d'abord, pour revenir à nos résultats, ils indiquent que la masse grasse des patients diabétiques est inférieure à celle des non-diabétiques. Et même si on peut penser que c'est contre-intuitif, il faut réfléchir par rapport à la prise en charge de nos patients. Donc d'abord, on doit comprendre la composition de la composition corporelle et son impact métabolique, puisque finalement, la simple quantité de masse grasse ne peut pas être le seul facteur déterminant du risque métabolique. On doit absolument considérer sa répartition. Et on le sait déjà, puisqu'on parle d'obésité abdominale, on passe de graisse viscérale par rapport à la graisse cutanée et que la graisse viscérale va conditionner les maladies cardiovasculaires et son association avec la résistance à l'insuline. Mais également, réfléchir sur la diminution excessive de la masse grasse qui pourrait indiquer un début de sarcopénie chez nos patients, un phénomène associé à un risque accru, comme vous le savez, de complications cardiovasculaires et même de pertes fonctionnelles. La deuxième des choses, c'est de personnaliser notre prise en charge. Et comment personnaliser notre prise en charge? D'abord par l'approche nutritionnelle. Et ici, dans ces résultats, on suggère que la gestion du diabète ne doit pas, et c'est important, se limiter simplement à une réduction des calories globales. On doit absolument préserver la masse musculaire et améliorer la qualité des graisses alimentaires, que ce soit les graisses insaturées ou les oméga 3, qui doit être plus adaptée pour avoir une meilleure composition. Et bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de l'activité physique qui doit être adaptée et l'accent doit être mis sur des programmes d'entraînement à la fois en résistance mais aussi d'exercice en aérobie pour limiter la perte dans le temps et avec l'âge de la masse maigre et d'optimiser aussi la masse grasse. Et enfin, pour les médecins qui traitent le diabète, les agonistes du récepteur au GLP-1
où les ISGLT2, comme vous le savez, influencent la composition corporelle. Et on est très heureux quand nos patients perdent du poids. Et là, j'aimerais bien que tout le monde ouvre grand ses oreilles. Perdre du poids, oui, mais attention, lorsque les patients perdent trop vite et trop de poids, eh bien, ils risquent de développer, on a des études aujourd'hui qui sortent, ils risquent de développer une perte de cette masse maigre et d'aggraver la sarcopénie. Donc, des patients qui vont perdre beaucoup de poids trop vite, eh bien, si on connaissait la composition corporelle justement pour voir qu'est-ce qu'ils ont perdu, on pourrait voir est-ce qu'on est vraiment satisfait, on continue dans cette optique, ou bien est-ce qu'il faut plutôt accentuer l'activité physique et une meilleure diététique et temporiser par rapport à cette prise de poids. Enfin, troisièmement, vous avez bien compris, j'espère que vous êtes convaincu qu'il faut intégrer l'impédance-métrie dans le suivi clinique de nos patients. Son utilisation en pratique clinique courante permettrait un suivi beaucoup plus précis à la fois des modifications de la composition corporelle et vont nous aider à affiner nos stratégies nutritionnelles et thérapeutiques, nous permettre aussi une approche intégrée qui va combiner à la fois l'impédance métrie, les marqueurs métaboliques pour permettre d'anticiper les complications et d'individualiser davantage la prise en charge de nos patients diabétiques obèses et non obèses. Donc, ces résultats, ils nous ouvrent en conclusion la voie à une prise en charge encore plus personnalisée de nos patients diabétiques, donc en conclusion, et non diabétiques, obèses. Et on va mettre l'accent sur la masse grasse, bien entendu, sur sa quantité, mais aussi sur sa répartition et son interaction avec la masse musculaire. Et puis, bien entendu, c'est une approche intégrative qui va combiner la nutrition, ce que vous faites déjà, des stratégies thérapeutiques adaptées avec les traitements que vous utilisez déjà, mais maintenant, il va falloir rajouter l'impédance métrie pour améliorer la prévention des complications et optimiser leur qualité de vie. Et donc, l'impédance métrie bioélectrique devient finalement aujourd'hui un outil incontournable. C'est un outil simple et qui est précieux parce qu'il nous donne des résultats importants. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir tous les résultats, mais en pratique clinique, vous allez voir tout de suite que vous allez avoir beaucoup d'impact sur la prise en charge de vos patients. Et donc, son étude et son analyse vont vous orienter vers les différents facteurs qui vont vous permettre de proposer une meilleure prise en charge. Et en plus de définir l'obésité, eh bien, de votre patient, vous allez pouvoir vous orienter par rapport à votre pratique clinique. Et c'est ce que Nadir aujourd'hui va vous présenter. Je vous ai présenté des possibilités, des perspectives par rapport aux études cliniques. Et Nadir va vous présenter en pratique quotidienne, en cabinet, pourquoi c'est également indispensable. Et je vous remercie. Merci, professeur. C'était extra. Merci beaucoup pour ces informations très, très précieuses. Donc oui, pour rebondir, oui, effectivement, donc aujourd'hui, j'utilise la bioimpédance métrique quasiment systématiquement, de manière systématique plutôt, avec tous les patients. Donc, ce qui me permet de pouvoir voir, anticiper et agir. Alors, premier cas, je vais avoir 4 cas. Alors, premier cas, c'est un jeune de 27 ans qui est obèse, un BMI à 50. Donc, il pesait 175 kilos, avec 50 kilos de graisse en plus. Voilà. Par rapport aux normes qu'on utilise. Il avait 18 kilos de masse musculaire. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de la masse musculaire. C'est pour rejoindre ce qu'a dit professeur Eraki tout à l'heure par rapport à la sarcopénie ou l'obésité sarcopénique. Alors, regardez ici son insulinémie. Son insulinémie au moment où on a commencé. Donc, elle était très, très élevée. Donc, pendant une année, il y a eu des séquences différentes de traitements. Donc, je n'ai pas utilisé d'incrétine injectable parce que le patient ne pouvait pas se permettre, ce qui a peut-être été une bonne chose, vu qu'on a travaillé beaucoup l'équilibre alimentaire et l'activité sportive. Donc, modéré, oui, au départ, mais qu'on a intensifié au fur et à mesure, aussi bien pour augmenter le métabolisme de base et la dépense énergétique que maintenir la masse musculaire. Donc, à l'arrivée, donc, après une année, donc ce patient a perdu 50 kilos de masse graisseuse en plus,
qui était en plus. Donc, on vient de terminer en fait ce programme de janvier 2024 à janvier 2025. Et là, on va donner une année avec des consultations plus étendues et on va voir si ce patient va pouvoir maintenir, mais théoriquement, il va pouvoir maintenir cette prouesse, on va dire. Alors, j'ai aussi monitoré la TSH parce que dans la littérature, des pertes de poids trop drastiques peuvent donner des hypothyroïdies ou des troubles de la thyroïde. Et voici donc le patient au départ et à l'arrivée. Donc, c'est devenu un athlète avec juste 9 kilos de graisse en plus. J'imagine que c'est plus la peau qui est restée. Et comme je vous ai dit, la masse musculaire, donc il n'a perdu que 3 kilos de masse musculaire. J'imagine que c'est de l'eau et un peu de masse sèche. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas, c'est une rémission d'un diabète. Je fais beaucoup de rémissions pour les jeunes, voire même certains adultes jeunes, un peu plus âgés. Alors, ce patient a 32 ans. Il est venu aussi décembre 2023. Donc, diabète inaugural sur stéatose hépatique, 9,5 de glyquée, hyper-TG, bilan hépatique totalement perturbé. À l'écho, stéatose hépatique très, très étendue. Pour le reste du bilan, il n'y avait rien. Donc, je l'ai mis sous metformine 853 fois par jour, des séquences d'insulinosensibilisateurs antioxydants pour dégraisser le foie et toujours alimentation équilibrée, activité sportive quotidienne. Alors, ça, c'est au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois déjà, il a perdu son excès de graisse. Donc, il a été un peu fort, mais c'est très bien. Ce qui a permis d'abaisser l'HbA1c à 5,5. Donc, là, je diminue la metformine, je maintiens les règles hygiéno-diététiques et l'activité physique. Au fil des mois et des trimestres, chaque fois qu'il revenait, que l'hémoglobine glycée se maintenait ou baissait, je diminue encore plus la metformine jusqu'à arrêt du traitement il y a 10 jours. Donc, la diminution, elle a été progressive hein, de la metformine. Et au final, voilà, il perd 14 kilos de masse graisseuse. Donc, il a une marge il a de la marge maintenant pour reprendre une vie un peu moins drastique. Ceci étant, il doit faire super, super attention et on va élargir un peu les mesures et les consultations. Troisième cas, alors j'utilise aussi la bioimpédancemétrie qui me permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement chez les patients atteints de diabète de type 2, comme pour ce patient qui a 55 ans, sportif, qui a eu le diabète il y a 5 ans. Donc, il était sous metformine quand il est arrivé 3 comprimés de 3 grammes par jour, plus du glyclazide 30 mg, 2 comprimés par jour. Le patient a une hémoglobine glyquée élevée et la notion de perte de poids, c'est 6 derniers mois. Donc, ce qui m'a poussé bien sûr, à faire la bioimpédancemétrie. Donc, je trouve le patient qui est déjà fragile, une grosse perte de masse graisseuse, probablement qui va rejoindre ce qu'a dit le professeur Eraki tout à l'heure, mais la masse musculaire était altérée avec un index ASMI proche de 7. Donc, il a amorcé une sarcopénie. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a bilanté 9,3 de glyquée. Alors, pour écarter un diabète type LADA, diabète de type 1 lent, j'ai voulu faire un peptide C. Donc, le peptide C était bas et j'ai fait un bilan immunologique qui était négatif. Donc, ce n'était pas un type 1. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai arrêté les ADO, j'ai mis sous insulinothérapie pour qu'ils reprennent un peu et surtout pour faire baisser
pour atteindre l'équilibre glycémique et renutrition aussi associée. Donc, renutrition protéique avec des CNO, comme les compléments nutritionnels oraux, à raison d'1,5 g par kilo par jour. Au bout de 4 mois plus tard, donc c'était la semaine dernière, sa glycée s'est améliorée, donc il a un meilleur équilibre glycémique. Il a pris pratiquement 5 kilos de masse musculaire. Donc aujourd'hui, il peut faire son sport sans dégrader son muscle, ni dégrader sa masse graisseuse qui va lui permettre de récupérer après l'activité sportive. Alors, troisième et dernier cas, théoriquement, voilà. Quatrième et dernier cas, je pense, oui. Donc, c'est une dame de 64 ans, voilà, qui est diabétique depuis 10 ans et qui vient à ma consultation avec une hémoglobine glyquée de 10% sous metformine 2 fois par jour et glimépiride 6 mg une fois par jour. Cette patiente se plaint toujours d'une grosse prise de poids depuis le début du glimépiride, sensation de faim constante. Donc, elle suspectait d'être en hypoglycémie constamment, donc elle s'alimentait pour éviter l'hypoglycémie. Donc, comme elle n'avait pas de complications, pas de rétinopathie, pas de néphropathie, donc on est à l'aise, j'ai décidé de passer à 3 metformines par jour et arrêter le glimépiride. Mais marche quotidienne, donc c'était imposé et revu de son assiette. Donc, on a démarré à 26 kg de graisse en plus et 17 kg de masse musculaire qui l'a aidé à perdre plus. Donc, résultat qui a été transmis aujourd'hui. Donc, voilà, elle passe de 10 de glyquée à 7 au bout de 6 mois, à 7,7. Et il y a 3 mois, elle était déjà passée à 8. Donc, il y a une amélioration, il y a une perte de poids et une amélioration de son équilibre glycémique. La perte de poids a été à hauteur de 12 kg de masse graisseuse, avec un maintien de la masse musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, une prise ou une perte de poids, un BMI seul ne nous renseigneront pas assez sur l'état de santé du patient ou de la composition corporelle. La bioimpédancemétrie devient un outil indispensable dans la pratique clinique. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de mieux évaluer ou monitorer l'évolution de nos patients, corrélée à l'imagerie et la biologie de référence, bien sûr, évaluer au mieux l'efficacité d'un traitement ou d'une attitude thérapeutique ou d'une décision thérapeutique aussi. Et c'est une méthode qui est peu coûteuse, non invasive, elle est rapide, elle est très précise depuis l'acquisition surtout de la spectroscopie, donc ce dont je vous ai parlé au départ, et qui initie aujourd'hui une multitude de projets de recherche dans le diabète et dans d'autres disciplines. Donc, je vous remercie et je repasse la main à professeur Iraki ou Étienne. Merci. Alors, merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. Donc, on va passer directement aux questions. Il y en a plusieurs dans le chat. Puis là, on a un peu de temps pour répondre, donc c'est parfait. Juste, il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont similaires, donc je vais essayer de les grouper, comme ça permettra d'éviter certaines redondances. Donc, il y en a déjà plusieurs en fait qui demandent, selon vous et votre pratique, à la fois personnelle et peut-être par rapport aux recommandations, qu'est-ce que vous considérez comme une perte de poids rapide, à la fois en kilogrammes de poids, mais aussi au niveau de perte de la masse musculaire, lors d'une perte de poids, qu'est-ce qui est acceptable, et potentiellement aussi, comment on peut l'éviter. Je peux commencer à répondre et j'ai vu déjà dans le chat qu'un médecin avait commencé à répondre aussi. Je le remercie. Il a dit que 1 kilo par mois, ça devait être suffisant. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'1 kilo par mois. Moi, je vais vous parler de ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire, on doit éviter d'aller vers la dénutrition. Et comment on fait pour éviter d'aller vers la dénutrition en perdant du poids? Eh bien, c'est lorsque vous perdez plus que 5%
du poids du patient, le patient perd 5% de son poids en un mois ou 10% à 6 mois. À ce Ah, moment-là, 10% en un mois, voilà, 10% en ça six. veut dire déjà que, on va avoir un risque de dénutrition, on risque d'aggraver la sarcopénie, et c'est ce qui a été retrouvé justement dans les études avec les agonistes du récepteur au GLP-1 pour les trop bons, entre guillemets, les trop bons répondeurs. Euh, voilà. Après, il faut faire attention aussi à ne pas perdre la masse musculaire, ça ne doit pas dépasser 20-25% de la perte totale du poids. Après, il faut regarder en fonction des kilos qu'on va perdre. Genre, on perd 5 kilos, il ne faut pas qu'ils perdent plus que 1 kilo de masse musculaire parce que on sait que ça va diminuer de toute façon et ça ne doit pas être plus. Je ne sais pas, Nadir, si tu es Oui, oui, d'accord. effectivement. Effectivement, je rejoins parfaitement ce qu'explique le professeur Iraki, et c'est la ligne de conduite, hein. Donc, toujours, alors, moi, dans ma pratique, euh, bon, après, il y a des physiologies et des physiologies. Je ne peux pas dire au patient, voilà, tu vas pas perdre plus de 5 kilos. Si, en mangeant, qu'il n'y a pas de régime restrictif, qu'il y a une bonne activité physique, le maintien de la masse musculaire et qui perd 10 kilos tous les mois de graisse, D'où l'intérêt de l'impédance métrique. voilà. C'est ça. Donc En moi, fait, au à départ, l'œil nu, on ne peut pas, mais il oui, faut au réfléchir. départ, quand le patient de 50 kilos, qui a perdu 50 kilos, venait, il perdait 6-7 kilos أعتبر ليش كلمة. de graisse par mois. J'étais un peu inquiet. Après, bon, je me suis bien documenté. J'ai demandé des avis ici en Algérie. Et on m'a dit que tant qu'il ne perdait pas de masse musculaire, voilà, c'était l'objectif. Alors, les chiffres justement que j'ai donnés, c'est les chiffres quand vous n'avez pas la composition corporelle. Parce que si vous n'avez pas la composition corporelle, on ne peut pas savoir. Donc, quand on ne sait pas, il faut vraiment éviter de faire perdre trop et trop vite. Et ensuite, quand on peut avoir la composition corporelle et le suivi, moi j'insiste beaucoup sur le suivi nutritionnel. Je vois malheureusement beaucoup de patients qui sont traités par agonistes du récepteur au GLP-1 pour l'obésité, où il n'y a aucun conseil nutritionnel associé ni d'activité physique. Donc, le patient perd du poids, oui, sur la balance. Et ensuite, quand ce que vous regardez les compositions, eh bien, on est souvent, entre guillemets, choqué. Et certains patients, ils arrivent complètement essoufflés, abattus, épuisés, même déprimés, parce que justement, ils ont perdu plus de masse maigre que de masse grasse, d'où l'intérêt dans vos consultations. Effectivement, oui. Alors, je profite justement aussi pour compléter par rapport à ça, parce qu'il y avait une question plus spécifique sur ça. C'était vraiment comment aussi on peut le limiter chez des personnes, par exemple, qui seraient sous insuffisance rénale, en plus de leur diabète. Alors, On pourrait limiter quoi? La perte de masse musculaire chez une personne qui serait diabétique, alors c'est par exemple chez une diabétique âgée obèse avec insuffisance rénale. alors, je sais pas, voilà. Alors, oui, Vas-y, vas-y. Ouais, moi, je vais te dire rapidement et puis tu peux vas-y, vas-y. ajouter si tu veux. Alors, c'est ce profil patient fragile, c'est là où on va viser vraiment une perte de poids progressive pour éviter la fonte musculaire. Ensuite, on doit absolument optimiser l'apport en protéines pour préserver la masse musculaire. On sait que ça dépend du niveau, du stade de l'insuffisance rénale. Et à ce moment-là, il faut vraiment ajuster les apports protéiques en fonction du stade d'insuffisance rénale et pas dépasser 1 gramme par kilo par jour pour les patients qui sont au stade 1 et 3 et encore moins pour les autres. Après, c'est des patients diabétiques. Donc, il faut absolument contrôler les glucides, éviter les sucres rapides et les aliments ultra transformés et privilégier tous les glucides à index glycémique bas. Gérer les lipides et je reviens encore à l'activité physique qui doit être adaptée aux patients, douce, régulière, avec beaucoup d'exercices de résistance pour préserver justement cette masse musculaire. On oublie la résistance. On dit toujours aux gens, allez marcher. Mais aller marcher, finalement, ce n'est pas un exercice de résistance et on va pouvoir perdre cette masse musculaire en marchant, notamment chez les patients. Il ne faut pas uniquement marcher. Ils sont insuffisants rénaux. Il faut vérifier avec le néphro tous les apports en micronutriments, vitamines, minéraux, éventuellement avoir des Hein? supplémentations. Et puis, bien entendu,
انتي l'hydratation quand il faut, la restriction hydrique en fonction de ce qu'ils vont Juste, avoir comme insuffisance rénale. Et puis cette approche, elle est pas, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut absolument qu'on ait le néphro avec nous, le diététicien spécialisé en néphrologie, plus on va avoir un stade d'insuffisance rénale et bien entendu le suivi du diabète. Alors, l'éducation thérapeutique, elle est au centre. Et ce qu'on fait ici, ce qui est, je trouve que dans la pratique clinique, les plus grosses erreurs qu'il y a, c'est notamment qu'il n'y a pas d'apport protéique ajusté. Donc attention, oui pour les protéines, mais il faut savoir et regarder avec le néphro si vous n'avez pas la connaissance pour ne pas en faire ni trop peu ni pas assez. Voilà, si je peux résumer comme ça. c'est effectivement ça. Je rejoins toujours hein, ce que vous dites, professeur. Moi, je donne entre, bon, l'apport protéique, il est primordial. Et j'ai des cas, j'aurais peut-être partagé, peut-être qu'on fera d'autres WebEx plus tard, où je partagerai des cas comme ça, d'insuffisants rénaux, chez qui, en fait, il n'y a pas de baisse de masse sèche, hein. Il y a quand même un maintien hydrique et un maintien de masse sèche. Donc, ça peut être on peut monitorer ça comme ça. Après, comme vous avez dit, c'est des patients très, très complexes, très fragiles. Moi, en général, enfin, en général, on les fait de manière multidisciplinaire. Donc, on fait des zooms avec le néphro et le cardio surtout parce il faut absolument équilibrer l'hypertension artérielle et voilà. Alors, je finis juste parce que je vois une question qui est beaucoup plus, en fait, quels sont les meilleurs exercices en résistance? Là, je vais me permettre de répondre peut-être plus comme moi de formation, je suis chercheur en sciences du sport. En exercice de résistance, en fait, on va plutôt privilégier tout ce qui va être exercice de musculation, exercice de renforcement musculaire, c'est vraiment comment dire, les plus efficaces. Et très souvent, en fait, on va parler de blocs. Donc, on dit très souvent 3 fois par semaine. 5, en fait, essayer d'avoir des exercices qui ciblent l'ensemble des muscles du corps. Parfois privilégier aussi des exercices qu'on dit polyarticulaires, donc qui vont travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Et très souvent, on dit entre 3 et 5 blocs, entre 8 et 12 contractions. C'est à peu près ce qui est dans la littérature pour vraiment optimiser l'hypertrophie musculaire. En dessous, on va plutôt essayer d'avoir la force souvent. Et si vos patients ont plutôt une endurance musculaire qui est faible, ça veut dire aussi ça, n'hésitez pas. Je bifurque aussi sur la partie maintien de la masse musculaire. Si vos patients enfin, disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ressentent de la fatigue importante à l'effort, soit dites-leur de baisser l'intensité de l'exercice, soit de baisser l'intensité de l'exercice, mais de faire plus de répétitions pour aussi travailler l'endurance. Donc pour résumer rapidement, 3 fois par semaine, des exercices qui ciblent tout le corps avec 5 blocs entre 8 et 12 répétitions et essayer d'avoir, on va dire, entre 2 minutes et 3 minutes de repos entre chaque bloc pour vraiment qu'ils puissent récupérer et qu'ils ne génèrent pas trop de fatigue non plus, ce qui peut être limitant au sein de l'effort. Voilà, c'était juste pour faire une on va dire, donner quelque chose d'assez pratico-pratique. Aussi, sur d'autres choses, sur les webinaires, on avait fait un webinaire en mars dernier où on parle aussi de l'activité physique adaptée chez les patients. Vous avez des informations, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne Aminogramme Academy. Donc, je continue. C'est une question, là, c'était plutôt pour toi, Nadir. Oui, C'était beaucoup de gens demandaient en fait, alors, oui. quels insulinosensibilisateurs tu utilisais, la séquence et potentiellement, tu as parlé d'antioxydants au niveau du foie, Ouais. si tu pouvais préciser. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je m'étais dit, s'il ne me la pose pas, je vais prendre la parole et je vais y répondre parce qu'il y en a plusieurs. Donc, bon, alors, bien sûr, la metformine. Il y a le déglustérol. Alors, c'est une molécule qui est utilisée surtout aux États-Unis, au Moyen-Orient, qui confère une insulinosensibilité. Alors, en fait, ça vient c'est extrait du maïs. C'est un produit qui est extrait du maïs et qui confère une petite action insulinosensibilisante. Il y a aussi le chrome.
donc qui fait partie du tableau périodique des éléments et qui, en fait, je me suis un peu documenté, pas mal, on va dire. Ça améliorerait l'interaction insuline-récepteur à l'insuline membranaire et le cuivre. Voilà. Donc, ces trois molécules que j'utilise de manière séquentielle. Pour les antioxydants pour le foie, bon, il y a les oméga 3, il y a le sélénium. Euh, En gros, c'est ça que j'utilise. Alors, il y avait une question aussi. Alors, il y a deux questions un peu différentes de la même personne. C'était dans le cas des diabètes lipodystrophiques. Je ne sais pas si vous en avez observé, mais quels seraient les résultats par rapport à la composition corporelle, notamment au niveau de la masse grasse et de la masse musculaire? Ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, la deuxième partie, c'était quand indiquer en fait une ostéodensitométrie à partir des résultats du Biodie Expert par rapport, vous, à votre pratique enfin, quotidienne ou votre expérience personnelle. OK. Je peux répondre sur le diabète, mais je pense que c'est le diabète atrophique, parce que atrophique, c'est une forme rare de diabète où on Génétique. a une fonte musculaire qui est progressive, surtout au niveau des membres. Parfois, ils en ont au niveau du tronc. Et donc, forcément, on va avoir une modification de la composition corporelle. Donc, j'en ai pas eu, mais forcément, ils vont avoir une sarcopénie avec une réduction très significative de la masse maigre. Voilà, si on devait faire le Biodie Expert à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a une redistribution des graisses, également avec une diminution au niveau du tissu adipeux sous-cutané dans certaines zones, et au niveau abdominal et viscéral, on a une accumulation de graisse. Donc, même s'ils on a l'impression qu'ils sont atrophiques, eh bien, il va y avoir un risque aussi cardiovasculaire qui est tout à fait existant. OK. Merci, professeur. Je vais quand même répondre à la deuxième question. Je vais essayer de répondre. Donc, en fait, dans ma pratique, alors, il n'y a pas que la mesure bioélectrique, hein, ou bioimpédance métrique. Il y a aussi la clinique, voilà, qui est associée, l'âge de la patiente ou du patient et les antécédents iatrogéniques, en fait, consommation de corticoïdes, corticothérapie au long cours, les maladies de système. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte pour, pour orienter vers la densitométrie osseuse. Mais dès qu'il y a en fait une densité minérale qui est basse au niveau de la bioimpédance métrique, avec tous les autres critères, douleur, etc. Donc, il y a le contexte clinique et les antécédents. J'oriente vers la DMO et j'oriente vers le rhumato. Ok, merci. Alors, on avait une question aussi, c'était savoir si l'insulinothérapie influençait les résultats obtenus, notamment surtout au niveau de l'eau et du niveau d'hydratation. Alors, en fait, on va dire oui et non. Enfin, elle peut influencer les résultats. Surtout lorsqu'on a la répartition de l'eau corporelle et l'hydratation. En fait, et c'est là où je pense qu'il y avait une question sur, il y a plein d'appareils bon marché et des appareils qui sont validés. Il faut faire attention, ces espèces d'appareils bon marché, justement, ils vont être très influencés par des petits changements, notamment parce que à cause de cette composition avec l'eau corporelle. Donc, شاورما ولا شي تاوق comme l'insuline ولا va تاوق أبان influencer la لي سير distribution de حتى l'eau, الشاورما S'il vous plaît. Vous elle- pouvez elle va- éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. merci. Allez-y, professeur. Merci. L'insuline, en fait, comme vous le savez, elle va stimuler la réabsorption du sodium au niveau du rein. Donc, on peut avoir une petite rétention d'eau, mais c'est temporaire. Donc, elle peut fausser les résultats des impédances mètres, entre guillemets, bon marché, mais ce ne sera pas faussé pour les impédances mètres de qualité qui, comme vous le voyez ici, vont faire vraiment qui ne vont pas être influencés par ça. Donc, il faut faire attention justement avec ce qui se vend un peu sur, je vais pas dire les réseaux, etc. Vous Hmm. ne pouvez pas utiliser ça au cabinet. Les patients peuvent l'acheter chez eux s'ils veulent, mais, mais pas, mais, mais pas un professionnel de santé. Il faut prendre des appareils qui soient validés. Oui, oui, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser le multifréquence et multi-algorithme parce qu'il va dissocier
au extra et au total, et on pourra déduire le reste de manière beaucoup plus précise. Et pour compléter, juste d'un point de vue, on va dire plutôt méthodologique sur la technique en elle-même, en fait, elle est très dépendante du taux d'hydratation, parce que l'impédance corporelle qu'on mesure est très dépendante du taux d'hydratation. Donc l'idéal, c'est d'essayer de standardiser au maximum ce que vous pouvez. Je comprends très bien que dans une pratique libérale, c'est plus compliqué qu'en laboratoire. Mais surtout, si vous devez choisir un appareil, choisissez un appareil qui vous permet d'avoir le taux d'hydratation. Parce que s'il y a des modifications, vous pouvez l'observer et à partir de toute la clinique, en déduire aussi un peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça, là, je rejoins ce que disait le professeur Iraki justement, c'est que il faut choisir des appareils qui soient validés et certifiés pour de la pratique médicale, mais aussi qui permettent d'avoir le taux d'hydratation, parce que ça permet aussi de pouvoir contrôler au cours d'un suivi, en fait, ces modifications. Donc C'est là, aussi il y a pardon. C'est aussi la raison pour laquelle, dans notre étude, on a exclu d'emblée les patients qui venaient de faire une cétose, une cétoacidose, parce que forcément, il y aura derrière la déshydratation, etc. Ça va être complètement faussé. Il faut que les patients ils soient, on va dire, dans un état plutôt stable et pas les prendre dans ce genre de situation où ça va être faussé à cause justement de l'hydratation. dans le même genre, si vous avez des patients que vous remettez au sport, pareil, si jamais ils font du sport, évitez de faire une mesure le lendemain. Attendez plutôt 2 jours après parce que les courbatures et les dommages musculaires induits par l'activité vont modifier les résultats. Donc voilà, c'est des petites choses à prendre en compte, mais c'est important. Et pour en revenir du coup aussi sur le suivi, on va faire une dernière question, mais je pense qu'il va être rapide, c'est de combien de temps en fait, de combien de temps refaire une impédance-métrie au cours du suivi de la perte de poids pour avoir quelque chose qui soit plutôt intéressant. Je vais laisser Nadir répondre, parce que lui, il a fait ses patients, comme ça, il va parler de ce qu'il a fait pour ses Est-ce que patients. tu peux répéter, excuse-moi? C'était à peu près la fréquence de mesure de la composition corporelle lors d'un suivi pour suivre Oui. une perte de poids. Alors oui, alors pour ne pas que le patient décroche, moi c'était comme je l'ai fait systématiquement. Au départ, c'est chaque 15 jours. Parce que des fois, quand il y a rééquilibrage, reprise un peu de masse musculaire ou maintien de masse musculaire, et vu qu'il va faire beaucoup de sport, musculation et tout, et la réhydratation des patients, des fois, quand ils se pèsent, ils ne voient pas de différence et ils risquent de baisser les bras. Donc, je les invitais à venir faire une mesure chaque 15 jours pour qu'ils voient que malgré le même poids, leur composition est en train de changer. Voilà, c'est un peu ça. On peut le faire Ok. tous les mois après, sinon, et en fonction des consultations. L'idée vraiment ensuite, c'est qu'ils voient effectivement, comme a dit Nadir, le changement et qu'ils puissent comprendre justement l'intérêt de leurs efforts. Parce que dès qu'ils voient le changement, après, ils adhèrent plus et à ce moment-là, ça sera tous les mois, voilà, pour les mesures. Alors, je vais prendre une dernière vraiment question très rapide parce qu'elle a été posée dans le chat là à l'instant et je vais pas, ça serait impoli de ne pas la prendre. Juste, est-ce que vous arrivez à voir la rétention d'eau chez les obèses avec le dispositif, si elle est suffisamment importante? Alors, moi, je vais donner un premier élément de réponse juste sur moi, mon observation des mesures chez les obèses. Et par rapport à ce que j'ai regardé dans les littératures, spontanément, les obèses ont tendance à être un peu déshydratés au niveau global. Mm. Donc, on ne sait pas si c'est lié, par exemple, peut-être à des soucis au niveau de la mesure ou au fait qu'ils ne boivent pas suffisamment. Euh, voilà, donc ça c'est la première chose. Après, c'est ce que vous, en tout cas, vous arrivez à avoir des rétentions d'eau globales ou est-ce que ou pas? Alors, juste pour compléter, oui, je pense que la rétention d'eau, elle est déjà, on sait qu'elle est plus fréquente, mais elle peut être sous-estimée dans l'évaluation de la composition corporelle. Et en fait, on a plus une accumulation de liquide extracellulaire qui va potentiellement fausser. Et c'est effectivement enfin, cette déshydratation, c'est ce rapport qui est cette eau c'est pour ça que maintenant c'est très à la mode. On parle beaucoup de MH. Moi, les patients viennent chez moi en me disant mais ma MH, donc c'est ma masse hydrique.
Et c'est beaucoup ces patients obèses qui n'arrivent pas à réguler leur masse hydrique et qui utilisent ces petits appareils comme ça. Je suis d'accord avec toi, Étienne, sur ça. Après, il faut revenir sur tout ce qui est mode de vie sain et les conseils. Et forcément, ils ont des cytokines inflammatoires plus importantes, donc ils vont faire plus de rétention d'eau. Ça, c'est dans la physiopathe de l'obésité. Maintenant, est-ce qu'on la voit, est-ce qu'elle est faussée ou est-ce qu'on la voit? Je pense qu'il faut faire comme a fait Nadir, c'est-à-dire que quand on regarde progressivement, bon, à 15 jours ou à un mois ou peut-être un peu plus, l'évolution, ils vont voir qu'ils vont récupérer mieux leur masse hydrique. Oui, c'est exactement ça. Étienne, j'ai Oui, peut-être une question assez intéressante. Si on a 30 secondes hein, pour y vas-y, répondre. vas-y. J'aimerais Peut-être que bien j'ai raté. connaître l'avis du professeur. Si, alors, pour cet excellent webinaire, comment la répartition entre masse grasse et masse maigre évolue-t-elle sous analogue de GLP-1 comparé à une prise de poids, à une perte de poids plutôt, sans incrétine selon l'impédance métrique? Alors, justement, c'est ce qui est dans les études. Ils montrent maintenant dans les études que quand on va perdre du poids avec les agonistes du récepteur au GLP-1, où le patient va juste avoir une meilleure satiété et donc moins manger, s'il continue à manger comme il mangeait avant, c'est-à-dire avec des mauvaises graisses, et quand même, il va pas manger trois sandwichs, mais il va en manger un. Il y aura quand même le gras, il y aura on va dire les mauvaises graisses, donc, et il ne va pas faire d'activité physique. Lui, il va simplement perdre du poids. Comparé à quelqu'un qui va perdre le même poids en faisant attention à sa composition alimentaire cette fois-ci et à son activité physique, clairement, dans les deux cas, ce qu'on va risque d'avoir, c'est une amélioration de la masse maigre et de la masse hydrique chez les patients qui vont faire des efforts physiques et alimentaires par rapport aux agonistes du récepteur au GLP-1 seuls. Attention, ça ne veut pas dire qu'un patient qui va prendre le traitement et qui va ensuite faire attention, qui va être suivi par vous en donnant les bons conseils alimentaires et d'activité physique, à ce moment-là, on va dire c'est le jackpot. On a besoin des deux. On ne peut pas simplement se dire j'arrête de manger, mais je mange ce que je veux. Je mange moins, mais je mange ce que je veux. Non, il faut manger équilibré. Et ça, c'est des conseils qu'on doit donner à tout le monde. Bien Sinon, sûr. c'est ceux-là qui risquent de développer la sarcopénie aussi. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas perdre beaucoup et vite, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, ils perdent, mais ils perdent aussi en masse musculaire. Donc c'est ce déséquilibre en fait dans la perte de poids avec plus de masse musculaire aussi qui risque de perdre dans la masse globale, qui n'est pas bon s'ils ne font pas d'activité physique, s'ils ne mangent pas de façon saine, en se faisant plaisir, bien entendu. Comme dans l'étude de Step One, bon, pour laquelle ils n'ont pas utilisé de bioimpédance-métrie, ni dans la STEP, ni dans le suivi, ce qui m'a paru un peu bizarre, mais ils auraient dû. Euh, eh ben, il y a pas eu, il y a eu une reprise hein, du poids chez 60% des patients, pratiquement, et une reprise de 60% du poids initial. Et il y a forcément, dans ces reprises-là, il y a forcément de l'obésité sarcopénique, forcément. Voilà. Non, non, bah, je pense que du coup, on va conclure sur ça. Merci beaucoup à vous deux pour ces interventions très, très intéressantes. Je pense qui vont donner pas mal d'informations à l'auditoire. Pour ceux, parce que je vois la question au niveau du chat, le replay, donc là, l'ensemble de la conférence a été enregistré et on postera le replay sur YouTube dans les jours qui viennent et vous l'aurez ensuite par mail pour ceux qui sont arrivés en retard et ceux qui étaient inscrits et qui n'auraient pas pu être là. Donc, bah, je vous remercie encore une fois, puis il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à Merci, tous. merci à tous. Merci, Au revoir. professeur. À Merci bientôt. à vous tous. Étienne, Au revoir. tout le Au monde, au revoir, revoir. Nadir. Au revoir, Étienne. Au revoir à tous.